Ok, très bien, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié aux Incoterms 2020. Donc, je me présente, je m'appelle Laure Morin, je suis experte Stratexio. Donc, nous allons passer 1 heure à parler des Incoterms, ce qui est très court. C'est un sujet complexe qui mériterait d'y passer un peu plus de temps. Mais ceci dit, je pense que sur un format court, mais dense, je vais pouvoir vous fournir cependant un certain nombre d'informations. Voilà. Donc, voici un petit peu le programme donc, de cette heure. Je vais tout d'abord partager avec vous 2 expériences au travers de 2 anecdotes qui fait état des pièges des incoterms, ce qui suppose qu'en fait, les incoterms demandent en fait une grande précision. Ensuite, je ferai quelques petits rappels au travers de définitions et de précisions. Je vous donnerai 4 clés vraiment très importantes qui sont des clés pour mieux comprendre en fait les différents incoterms. Et ensuite, nous passerons en revue les différents incoterms 2020 avec des rappels et puis bien sûr les nouveautés des incoterms 2020. Alors tout d'abord, 2 anecdotes concernant les pièges des incoterms. En fait, les incoterms demandent une grande précision, faute de quoi, en fait, on peut se trouver vite en difficulté. Donc, il y a quelques années, en fait, j'ai travaillé en tant que conseil pour une société française qui fabrique des réservoirs pour hélicoptères. Cette société vendait ses réservoirs pour hélicoptères depuis des années à un client russe au travers de l'incoterm Exwork. Donc, ce soir, en fait, parmi vous, il y a, je sais, des novices et puis des experts termes. Donc, je vais quand même, pour que tout le monde puisse me suivre, faire au fur et à mesure quelques rappels. Donc, ex-work, en fait, veut dire tout simplement que l'intégralité des frais et des risques logistiques sont à la charge de l'acheteur. Donc, finalement, vendre ex-work était facile pour pour le fabricant de réservoirs, puisqu'il n'avait qu'une chose à faire, c'était mettre à disposition de l'acheteur la marchandise dans ses entrepôts. Au bout de quelques années, il y a eu un contrôle douanier. La douane, comme d'habitude, a demandé en fait de pouvoir vérifier que ces réservoirs étaient bien exportés, car lorsqu'on exporte, on a le droit de vendre hors taxe, ce qui fait quand même substantiellement une économie de 20%, qui est le montant de la TVA. Donc, si on exporte, on vend hors taxe. Il faut donc pouvoir apporter la preuve de cette exportation. Bien sûr, en vendant Exwork, c'est l'acheteur russe qui gérait toutes les déclarations à la fois d'exportation et d'importation. Donc, il a fallu quelque temps à la société française pour récupérer ces déclarations d'exportation. Et malheureusement, on s'est rendu compte à ce moment-là que le client russe parfois exportait réellement ses réservoirs vers la Russie, mais parfois également les stockait en fait dans un entrepôt en France pour les revendre en France. Et donc, ce n'était pas une réelle exportation. Dans ce cas-là, c'est le fabricant français qui a été tenu pour responsable de cette anomalie et qui a dû payer la TVA qui avait été exonérée sans raison finalement, plus une amende douanière. Donc, ça a coûté très cher à l'entreprise parce qu'elle ne savait pas, en fait, qu'en vendant Exwork, elle était malgré tout responsable fiscalement de l'exportation. Une deuxième anecdote, cette fois-ci, qui concerne des épices qui étaient achetées CFR en Afrique. Donc, CFR Marseille. Autrement dit, l'acheteuse française s'est dit, ben voilà, tout va bien, c'est pratique pour moi, CFR, en fait, CFR Marseille, ça signifie que le fournisseur livre la marchandise au port de Marseille. Dans le prix, en fait, des épices, tous les frais sont inclus jusqu'au port de Marseille. Il se trouve, je vous le rappellerai plus tard, que CFR, en fait, est un incoterm dissocié, c'est-à-dire que si le fournisseur paie bien les frais de transport
jusqu'au port d'arrivée, il n'en assume pas le risque. C'est un détail très important que ne connaissait pas l'acheteuse. Malencontreusement, le navire a eu un problème, il a rencontré un typhon qui a endommagé plusieurs conteneurs, dont le sien, qui est tombé à l'eau. Eh bien, en fait, CFR, la personne n'avait pas assuré la marchandise et donc n'a pas été remboursée et a assumé le risque. Donc là, ce sont deux cas, en fait, où par méconnaissance d'Incoterm, soit à l'export, soit à l'import, il y a eu vraiment des problèmes. Je vous invite à lire peut-être cet article, Understand Your Incoterms or Pay the Price, par le docteur Tim Nielsen, qui explique au travers d'un exemple, en fait, que ne pas connaître, ne pas maîtriser les incoterms peut entraîner des surcoûts parfois qui sont très importants. Donc voilà, les incoterms, c'est vraiment un élément très important à connaître. Nous allons passer maintenant à quelques définitions et précisions. Tout d'abord, Incoterm, c'est un acronyme qui veut dire International Commercial Terms. C'est un élément en fait du contrat international qui permet de répartir entre importateurs et exportateurs des frais et des risques logistiques. L'objectif premier des incoterms est d'éviter tout litige. Quelques définitions. Les incoterms permettent de déterminer ce qui est inclus dans le prix en termes de frais, mais aussi de services rendus. Lorsqu'on importe ou lorsqu'on exporte, on va négocier un prix qui inclut bien sûr le prix de la marchandise, de son emballage, mais également différents services comme le transport, tous les chargements et déchargements, la douane, les assurances, mais également les risques. Donc, c'est très important. On ne négocie pas uniquement un prix, on négocie l'incoterm qui va avec. Vous savez qu'il existe 11 incoterms, donc finalement 11 manières différentes de définir le point de transfert des frais et des risques logistiques. La question que l'on va se poser, que l'on soit acheteur ou vendeur, c'est jusqu'à quel point, en fait, j'assume les frais et les risques logistiques et à partir de quel moment mon partenaire, qu'il soit acheteur ou vendeur, va prendre le relais. Ces incoterms sont en fait facultatifs. Il n'y a aucune obligation, ce sont donc des recommandations. Mais je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'objectif premier des incoterms est d'éviter les litiges. Donc, on veut tous éviter les litiges, que l'on soit acheteur ou vendeur, eh bien, on les utilise. Donc, commercialement parlant, en fait, ils sont véritablement incontournables. Je vous ai dit qu'il existait 11 incoterms, mais en fait, on pourrait dire qu'il en existe beaucoup plus, puisque les incoterms sont aménageables. Ex-work, par exemple. Ex-work, je vous l'ai dit, c'est juste remise de la marchandise à disposition de l'acheteur. Ça veut dire que ça n'inclut même pas le chargement à bord. Mais si on souhaite charger, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans la pratique, eh bien dans ce cas-là, on peut faire un ex-work loaded, un ex-work chargé. Donc, on peut ajouter certains éléments que l'on juge utiles. Mais par contre, attention, s'ils sont aménageables, ces incoterms, ils ne sont pas dénaturables. Par exemple, on ne peut pas faire un SIF duty paid. Ça n'existe pas. Là, on sort de la nature du SIF et également de la nature du DDP. Les incoterms changent environ tous les 10 ans. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que l'on constate dans les faits. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des incoterms 2020. Les précédents étaient donc de 2010. Ce n'est pas une obligation, mais la Chambre de commerce internationale qui a créé donc ces incoterms les revoit tous les 10 ans pour coller en fait aux pratiques du commerce international.
Donc, on va dire que chaque fois qu'il y a un nouveau millésime, si j'ose dire, d'Incoterm, ce n'est pas une révolution, mais c'est quelques évolutions qui sont amenées en fonction des constats qui ont été faits sur l'utilisation plus ou moins importante de certains incoterms, certains problèmes créés finalement. Voilà. Donc, des améliorations qui sont apportées à peu près tous les 10 ans. Alors, ces diapos vont être très importantes. Je vous propose en fait 4 clés pour mieux comprendre les incoterms. Il m'arrive souvent en fait de faire des formations sur les incoterms et je constate en fait que ça ne sert à rien de présenter les incoterms si on ne présente pas un vocabulaire qui semble a priori simple, mais qui n'est pas forcément et qui est très très important. Donc voilà les 4 clés pour mieux comprendre. Alors, je vais vous présenter la différence entre lieu de livraison et lieu de destination. Ce sont 2 mots, livraison et destination, que l'on confond, mais c'est très, très important de bien les distinguer. Ensuite, je vous parlerai de la problématique des frais de manutention qui sont malheureusement facturés souvent 2 fois par le transitaire, une fois à l'acheteur et une fois au vendeur. Je vous parlerai du cadre d'utilisation des incoterms maritimes et fluviaux. Et enfin, je vous expliquerai le terme lieu de destination convenu que l'on voit avec plusieurs incoterms. Voilà. Et suite à ces 4 clés, on pourra après aborder donc les différents incoterms. Donc, tout d'abord, la différence entre lieu de livraison et lieu de destination. Alors, le lieu de livraison, c'est en fait le lieu de transfert des risques, alors que le lieu de destination est le lieu de transfert des frais. Vous vous rappelez, je vous ai donné une définition tout à l'heure des incoterms. Je vous ai dit que les incoterms permettaient la répartition entre acheteurs et vendeurs des frais et des risques logistiques. Et bien parfois, avec la plupart des incoterms d'ailleurs, nous aurons à un même lieu le transfert des frais, le transfert des risques. Mais avec les incoterms qui commencent par C et qui sont les incoterms dits dissociés, le lieu de transfert des frais n'est pas le même que le lieu de transfert des risques. Je reviens à l'anecdote que je vous avais racontée tout à l'heure avec une acheteuse qui achetait des épices en CFR en provenance d'Afrique, un CFR Marseille. Ce CFR incluait bien les frais jusqu'au arrivée, mais pas les risques. Alors, je vais vous montrer, je vais changer de support pour vous montrer un diaporama. Voilà. Pour vous expliquer en fait cette différence entre lieu de livraison et lieu de destination. Voilà. Je vais partir de cet exemple-là. Alors ça, c'est quelque chose de très important. J'insiste encore une fois. Donc, on va imaginer que nous sommes basés à Toulouse et notre client est américain, il est basé à Columbus. Nous sommes... voilà. Je vais prendre ces exemples-là. Donc là, on a, c'est un exemple, 3 incoterms qui sont Ex-Work, FOB et DDP. Et là, vous voyez bien que le lieu de livraison et le lieu de destination sont exactement les mêmes. Si je prends par exemple l'incoterm FOB Marseille, ça veut bien dire que l'exportateur va inclure dans son prix de vente tous les frais jusqu'au port de Marseille sur le bateau et il va également en assurer les risques, ce qui veut dire que le lieu de livraison et le lieu de destination sont les mêmes. Maintenant, on va passer à un incoterm qui commence par C. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a des incoterms qui sont dits dissociés, puisque le lieu de livraison et le lieu de destination ne sont pas les mêmes.
Ce sont donc les incoterms CFR, CIF, CPT et CIP. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir avec cet incoterm CFR, CIF? Donc on est l'exportateur. On va bien inclure dans notre prix CFR ou CIF le transport jusqu'au port d'arrivée. Le lieu de destination est sur le bateau au port d'arrivée. D'accord? Par contre, le lieu de livraison est sur le bateau au port de départ. Ça veut donc dire que lorsqu'on vend avec un incoterm CFR-CIF, la marchandise voyage sur le transport principal au risque et péril de l'acheteur. D'où l'anecdote de tout à l'heure, en fait, on se met dans le sens inverse. L'acheteuse d'épices qui achetait en CFR port de Marseille et qui se disait, ben voilà, en fait, mon fournisseur va payer tout, va assumer tout jusqu'au port de Marseille. C'est faux. Hein. Dans le prix d'achat des épices, il y avait bien la douane export et tous les frais jusqu'au port d'arrivée, mais ça n'incluait pas les risques. Ça veut dire qu'en fait, elle assumait les risques tout au long du transport principal, d'où l'utilité éventuellement d'assurer ce qu'elle n'a pas fait. Ce qui veut dire que pour être complètement dans ce cas-là, on devrait écrire CIF New York, Delivery Marseille Port, pour dire finalement que le lieu de destination qui est New York est différent du lieu de livraison qui est le port de départ, le port de Marseille. CPT, CIP maintenant, on va voir que le problème est encore plus important. Donc, CPT, CIP, ce sont des incoterms multimodaux. On va imaginer cette fois-ci que l'on exporte donc par avion. Eh bien, lorsque je vends un CPT ou CIP à aéroport de New York, j'inclus bien les frais jusqu'au lieu de destination qui est l'aéroport d'arrivée. Par contre, pour ce qui est des risques, eh bien, je n'en assume aucun, puisqu'en fait, le lieu de livraison, c'est à la remise au premier transporteur. Donc, si c'est un camion de chez Danzas qui vient dans mes entrepôts chercher la marchandise, eh bien, je ne suis plus responsable de la marchandise dès lors que je l'ai remis à ce transporteur, alors même que je paie les frais de transport jusqu'à New York. Dans ce cas-là, pour être précis, mais je vais être honnête, je le vois très rarement, on devrait écrire CIP New York Airport, qui est le lieu de destination, Delivery or Warehouses Toulouse. OK. Je reviens donc. Voilà. Donc, lieu. Pardon. Je n'arrive plus à avancer. Alors, désolé, petit problème technique. Voilà, OK. Deuxième clé pour mieux comprendre les incoterms, la problématique des frais de manutention facturés 2 fois, avec le fameux incoterm FOB. FOB est un des incoterms les plus utilisés, pourtant il pose un gros problème. C'est que les frais de manutention sont souvent facturés par le transitaire à la fois par l'exportateur et à l'importateur.
en effet, en fonction des liner terms, les THC sont inclus ou non dans le fret. Donc, le fret, c'est le coût du transport. Les THC, ce sont les Terminal Handling Charges. Ce sont les frais de manutention au port qui sont à payer pour la manutention d'un conteneur. Et souvent, en fait, le transitaire ne s'embête pas. Il ne va pas couper ses THC en différents tronçons. Il les inclut en fait dans le prix du transport. Ce qui veut dire qu'en FOB, si vous exportez en FOB, vous allez payer pour les frais de mise à bord, qui sont inclus dans le FOB, mais l'acheteur va payer avec le transport maritime également cette mise à bord. Voilà. Donc, il faut bien faire attention aux conditions que l'on appelle les liner terms pour voir s'ils sont inclus ou non dans le transport principal. Troisième clé, pour mieux comprendre les incoterms, le cadre d'utilisation des incoterms maritimes et fluviaux. Vous savez qu'il y a 4 incoterms que l'on ne peut utiliser qu'en transport maritime et fluviaux. Ce sont les incoterms FAS, FOB, CFR et CIF. Pour pouvoir utiliser ces incoterms, normalement, si on lit bien les textes, les points de départ et d'arrivée doivent être un port et uniquement un port. Donc, ça ne convient pas en fait pour le transport des conteneurs, puisque lorsqu'on va utiliser un conteneur, le conteneur en fait, il va être chargé chez le fournisseur, amené par camion jusqu'au port, acheminé par voie maritime et ensuite il va y avoir encore un transport par la route. Donc, normalement, ces incoterms FAS, FOB, CFR et CIF sont à réserver au transport conventionnel, c'est-à-dire non conteneurisables, ou en vrac, gazeux. J'ai écrit théoriquement parce que dans la pratique, on voit beaucoup de mauvaises utilisations de ces incoterms maritimes et fluviaux. Et quatrième clé pour mieux comprendre ce qui suit, c'est l'explication du terme lieu de destination convenu. Avec l'incoterme CPT, CIP, DAP, DPU et DDP, vous trouverez ce terme de lieu de destination convenu. En fait, on va se mettre d'accord entre acheteurs et vendeurs sur le lieu de destination. Mais sachez que par extension, on peut livrer jusque chez l'acheteur. Par exemple, on peut faire un CPT aéroport de New York parce qu'on s'est mis d'accord sur ce lieu de destination. Mais on peut très bien faire un incoterm CPT client X à Columbus. Et ça, c'est beaucoup moins utilisé. Quel est l'intérêt du CPT client X à Columbus? Eh bien, je vous rappelle que CPT est un incoterm dissocié, donc le lieu de destination n'est pas le même que le lieu de livraison. Et donc, si vous livrez un client à Columbus aux États-Unis en CPT, eh bien, vous payez bien tous les frais jusque chez lui, mais vous n'en assumez pas les risques. Ça peut avoir un intérêt éventuellement. Ok, très bien. Donc là, j'ai planté le décor en fait des différents incoterms. On va en venir maintenant justement à la présentation un à un de ces différents incoterms avec des rappels et des nouveautés. Alors, voilà un petit schéma déjà des 11 incoterms. En fait, sachez qu'il existe 4 familles d'incoterms. Une famille d'incoterms, c'est la première lettre qui constitue l'incoterme. Donc, il y a 4 classes, E, F, C et D. Si vous voulez les apprendre, il vaut mieux les apprendre dans cet ordre-là, E, F, C, D. Plus vous allez vers la lettre D, plus le prix de vente ou d'achat va augmenter, puisque vous rajoutez des frais et des risques, donc du service finalement. Voilà.
Alors, EXW veut dire ex-works, départ usine, que l'on peut utiliser également pour un entrepôt, pour un magasin. Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement non chargé. D'accord ? Souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est que pour des questions pratiques, parce que c'est le fournisseur qui a le matériel de chargement, il va charger dans son entrepôt. Dans ce cas-là, je vous invite plutôt à faire un ex-work loaded. Alors, cet incoterm, en fait, est un incoterm franco-français. Il est très utilisé par les entreprises françaises. Pourquoi, en fait? Parce qu'on a l'impression que c'est facile. Faire un prix ex-work, c'est très rapide. C'est quelque chose que l'on maîtrise puisqu'il n'y a que le produit et son emballage. Pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ex-work cache vraiment un risque qui est important, avec un problème de responsabilité fiscale du dédouanement. C'est l'exemple du réservoir pour hélicoptère. Lorsque je vends ex-work, c'est l'acheteur qui va demander à son transitaire de réaliser toute l'opération logistique, y compris la déclaration d'exportation. Donc souvent, finalement, l'exportateur n'a même pas une preuve de l'exportation. Il n'a même pas une copie de la déclaration d'exportation qui s'appelle le DAU. Que se passe-t-il en cas de contrôle? La douane va vous demander des preuves de l'exportation réelle de cette marchandise, puisque vous avez vendu hors taxe, soit une économie de 20%, c'est que vous avez exporté. Prouvez-nous que vous avez réellement exporté la marchandise. Pour rappel, la douane peut revenir 5 ans en arrière. Et à la moindre petite erreur, elle va remonter jusqu'à 10 ans. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de fournir les preuves de votre exportation, elle va vous les demander sur 10 ans. Déjà, c'est très contraignant, très compliqué de retrouver tous ces documents que vous n'avez souvent pas. Parfois, le transitaire est sympa et vous en envoie une copie, mais il n'y est pas obligé puisque c'est le transitaire de votre client. Il se peut parfois que votre client vous ait dit qu'il exportait, et puis comme c'était le cas avec les réservoirs pour hélicoptères, finalement, il n'exportait pas réellement. Il stockait en France et il exportait une partie vers la Russie et il en vendait une partie sur la France. Ce n'était donc pas de l'exportation. La douane peut vous demander rétroactivement 20% sur toutes les factures qui n'étaient finalement pas des factures d'exportation, plus une belle amende douanière. Donc attention, vous êtes fiscalement responsable du dédouanement export, même avec un incoterm export. La préconisation donc de la Chambre de commerce internationale est de réserver l'export uniquement pour le territoire domestique. Lorsque vous vendez à l'export, préférez plutôt le FCA, que je vais vous expliquer donc de ce pas. Si la diapo veut bien bouger. OK. FCA veut dire Free Carrier. Il y a 2 cas pour l'utilisation de cet incoterm FCA. On a 2 possibilités. Première possibilité, la marchandise est mise à disposition de l'acheteur dans les locaux du vendeur. Donc là, quand on lit cette définition, finalement, ça rappelle la définition de l'incoterm ex-work. Par contre, la différence, c'est la douane export et le chargement. D'accord ? Lorsque je vends FCA mes entrepôts, en plus de l'ex-work, j'ai ajouté la douane export et le chargement sur le camion. Donc finalement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, plutôt qu'un ex-work, passez au FCA. Au moins,
vous ferez la douane, ou plutôt votre transitaire fera la douane export pour vous. Donc, vous aurez toujours les preuves de l'exportation et ensuite, vous chargerez ce qui est dans la pratique, en fait, souvent le cas, puisque c'est vous qui avez tout le matériel pour charger le camion. Cas numéro 2, la marchandise est mise à disposition de l'acheteur chez le transporteur qu'il a désigné. Donc, cette fois-ci, on remet la marchandise à disposition, non pas dans nos entrepôts, mais chez un transporteur. Ça implique donc qu'on a fait un préacheminement, un premier transport. Donc, le vendeur est responsable de la douane export et du préacheminement jusqu'au transporteur désigné par son client, mais pas le chargement. D'accord? Voilà deux possibilités, en fait, d'utiliser le FCA. Donc, E, F, C, on passe aux incoterms CPT, CIP. CPT voulant dire Carriage Paid To et CIP, Carriage and Entrance Paid To. Vous vous rappelez, ce sont des incoterms qui commencent par C, ils font partie de la classe des C, donc ils sont dissociés. Le lieu de transfert des frais n'est pas le même que le lieu de transfert des risques, ce qui veut dire que le lieu de destination n'est pas le même que le lieu de livraison. Avec l'incoterm CPT, le vendeur choisit le mode de transport et paye le fret jusqu'à la destination convenue, non déchargée. Donc, vous vous rappelez ce que ça veut dire, destination convenue? Ça veut dire que ça peut être un aéroport, mais ça peut être également chez le client. Donc, je vais faire, par exemple, un CPT, aéroport de New York, d'accord? Et je vais inclure, donc, dans ce prix CPT, la douane export, le préacheminement jusqu'à l'aéroport de départ, le transport aérien, et c'est tout. Un CIP, c'est tout simplement un CPT avec une assurance. Chaque fois qu'il y a le I de insurance, l'exportateur est obligé d'assurer la marchandise. Dans tous les autres incoterms, donc dans les 9 autres incoterms, libre à vous d'assurer ou pas la marchandise. Mais avec un CIP, vous êtes obligé d'assurer la marchandise. Ces incoterms sont créés pour du transport multimodal avec segment maritime. D'accord? Je vais faire rentrer quelqu'un. Voilà. Donc, ça veut dire que bien souvent, je vois des CFR et des CIF utilisés pour des conteneurs. C'est plutôt CPT, CIP qu'il faut utiliser dans ces cas-là. Alors, attention donc au transfert de risque en CPT et en CIP. Le transfert des risques se fait lors de la remise au premier transporteur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, la clé pour comprendre entre le lieu de destination et le lieu de livraison. Donc, on devrait écrire, par exemple, CIP Tokyo Narita Airport. Si l'on veut, en tant qu'exportateur, payer tous les frais jusqu'à ce que l'avion atterrisse à l'aéroport de Tokyo. Par contre, Delivery Roissy-Charles de Gaulle. Donc, le lieu de livraison est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, si c'est le lieu de la remise au premier transporteur. Hein. Donc, on va imaginer, je prends mon camion, j'amène la marchandise jusqu'à l'aéroport de Roissy. CIP Tokyo Narita Airport Delivery or Warehouse Toulouse, ça, on va l'utiliser dans le cas où c'est un transporteur, par exemple Norbert d'Entresangles, qui vient chercher dans nos entrepôts la marchandise. Donc, la remise au premier transporteur se fait dans nos entrepôts. Encore une fois, il y a possibilité de déplacer le lieu de destination jusque chez l'importateur. Donc là, j'ai pris l'exemple, le lieu de destination, c'est l'aéroport de Tokyo, mais je peux tout à fait aller jusque chez mon client. On passe à la classe D avec DAP, Delivered at Place. Donc là, on n'est plus dans un incoterm dissocié,
le lieu de transfert des frais est le même que le lieu de transfert des frais, ce qui quand même simplifie un peu les choses. Rendu au lieu de destination. Le vendeur a livré, dès lors que les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur sur le moyen de transport d'approche, prêt pour le déchargement au lieu de destination convenu. Et on revient à cette idée de lieu de destination convenu. Donc, vous avez compris que un lieu de destination convenu, ça peut être sur le bateau, ça peut être dans un entrepôt, ça peut être même jusque chez l'acheteur. En tout cas, avec cet incoterm DAP, je paie les frais et j'assume les risques, en fait, jusqu'à ce lieu de destination, marchandise, sur le moyen de transport, d'accord, prêt pour le déchargement. DPU, Delivered at Place Unloaded. Alors, je vous invite à connaître, en fait, les acronymes parce que ça permet de comprendre, en fait, le cheminement. Donc, unloaded, déchargé. Le vendeur a livré, c'est-à-dire livré dans le sens il n'est plus responsable, d'accord, dès lors que les marchandises sont déchargées au lieu de destination convenu. Le lieu de destination convenu, encore une fois, ça peut être sur le bateau, chez l'acheteur, dans un entrepôt, dans un terminal. Donc finalement, le DPU, c'est un DAP auquel j'ai ajouté le déchargement. Le vendeur est donc responsable du respect des règles de sûreté dans le pays de destination. Attention à certains pays où les règles ne sont pas évidentes. En DPU, vous êtes responsable aussi du déchargement. DDP, Deliver Duty Paid. Duty, ce sont les taxes. Donc, ça veut dire livrer, douane, import inclus. Le vendeur remet la marchandise à disposition de l'acheteur non déchargé, dédouané à l'import au lieu de destination convenu. Donc, encore une fois, le lieu de destination, voilà, ça peut être chez le client, mais on pourrait imaginer un autre lieu. Non déchargé. En France et en Union européenne, bien comme il n'y a pas de douane import, on va utiliser plutôt le DAP et on veut que le déchargement soit inclus. C'est un incoterm qui est dangereux si l'exportateur ne maîtrise pas le contexte administratif et réglementaire local. Vous faites un prix DDP, c'est parce que vous avez estimé le montant des taxes, des droits de douane et autres taxes qu'il y aurait à payer à l'arrivée, mais parfois, les règles ne sont pas très claires. Donc, il y a des pays dans lesquels il vaut mieux éviter le DDP. Je citerai les pays de l'Est, certains pays d'Afrique, le Mexique, par exemple. D'accord? Donc, là, on est à l'incoterm extrême, finalement, de l'ex-work. On veut offrir le maximum de services à son client, mais parfois, il vaut mieux ne pas aller trop loin. Et lorsque les infrastructures routières, lorsque les règles douanières, tout ça n'est pas très clair, n'est pas très maîtrisable, il vaut mieux, franchement, s'arrêter avant. Alors, les incoterms que je vous ai cités auparavant sont des incoterms multimodaux. On va passer maintenant aux incoterms maritimes et fluviaux. Vous vous rappelez, je vous les ai cités, c'est FAS, FOB, CFR, SIF. Et les points de départ et d'arrivée doivent être un port. Normalement, ce sont des incoterms que l'on ne devrait pas utiliser pour des conteneurs. Je vous propose d'écouter cette vidéo qui explique en fait l'utilisation, le cadre d'utilisation des incoterms maritimes. « 2011, c'est faux, mais c'est pas grave. » Le FAS,
FOB, CFR et CIF sont utilisables uniquement si le point de départ et le point d'arrivée sont des ports maritimes et ou fluviaux. Elles sont inapplicables au transport conteneurisé parce que l'encodage du conteneur est l'expéditeur en FCL ou chez le commissionnaire de transport en LCL. Même si les locaux du commissionnaire sont au port, ils ne sont jamais le long du navire. FAS, Free Alongside Ship, suppose que la livraison a lieu le long du navire ou du bateau désigné au port choisi par l'acheteur. En cas d'envoi par conteneur, il faut utiliser une règle multimodale, à savoir FCA. FOB, Free On Board, Franco à bord, ne tient plus compte du bastingage et indique que la livraison a lieu lorsque la marchandise est au port désigné à bord du navire désigné. Les notions de calage et d'arrimage doivent être précisées car les règles incoterms ne les définissent pas. Les CFR-CIF, bien connus, présentent l'inconvénient d'avoir un lieu de transfert de risque au port de départ et un lieu de transfert de frais au port d'arrivée. Dichotomie peu propice à la compréhension. De plus, en CIF, l'acheteur se fait assurer par le vendeur, souvent à minima. Cette couverture correspond-elle vraiment aux besoins de couverture de l'acheteur? Alors, cette vidéo présente un peu l'inconvénient d'aller très vite, mais vous aurez la possibilité de regarder ce webinaire en replay à tête reposée. Hop. Alors. Ok, donc on continue avec donc, les 4 incoterms utilisables uniquement en transport maritime ou fluvial. Tout d'abord, FAS, Free Alongside Ship, donc qui veut dire rendu le long du navire au port de départ. Dans ce cas-là, le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été passée le long du navire sur le quai au port d'embarquement convenu. Quand on est en transport par conteneur, dans ce cas-là, on va préférer l'incoterme FCA qui est plus approprié. FOB veut dire Free on Board, rendu à bord du navire au port de départ. Donc, le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du navire au port d'embarquement désigné. La répartition des frais de chargement et de déchargement doit être clarifiée car il arrive encore trop souvent que ces frais soient payés 2 fois. C'est une des clés de compréhension des incoterms que je vous expliquais tout à l'heure. Lorsque vous vendez en FOB, le transitaire vous fait payer les frais de chargement à bord du navire, mais ces mêmes frais sont souvent facturés à votre client en même temps que les frais de transport maritime. Pour du conteneur, on va privilégier le FCA qui est plus adapté. CFR, Cost and Freight, CIF, Cost Insurance and Freight. Alors, nous sommes là déjà dans des incoterms qui commencent par C, donc ils sont dissociés. Le lieu de transfert des frais n'est pas le même que le lieu de transfert des risques. Autrement dit, le lieu de destination n'est pas le même que le lieu de livraison. J'attire votre attention aussi sur le fait que dans CIF, il y a le I de insurance. Donc, c'est le deuxième incoterm pour lequel le vendeur est obligé d'assurer la marchandise. Donc, CFR, le vendeur doit choisir le navire et payer les frais pour acheminer la marchandise au port de destination non déchargé. Donc, on laisse la marchandise sur le bateau. CIF, c'est un CFR avec une assurance maritime. Pour un conteneur, on choisira CPT, CIP. Attention, c'est ce que je vous expliquais, c'est un incoterm dissocié. Donc, le transfert des risques se fait à bord au port de départ, c'est-à-dire en FOB. On va écrire donc CIF Shanghai, qui est le lieu de destination, alors que le lieu de livraison où s'arrête ma responsabilité en tant qu'exportateur est le port de Marseille, marchandise sur le bateau. Lorsque je vends en CIF ou en CFR, la marchandise voyage donc au risque de l'acheteur, chose qu'il ne sait pas dans la plupart des cas. Voilà, en fait, j'ai terminé ma présentation. Donc, j'ai bien conscience que c'est une présentation qui est dense, puisque les incoterms, en fait,
Vous avez vu, c'est très précis. C'est très important aussi de les connaître et de les maîtriser. Donc là, je pense vous avoir apporté des informations, mais voilà, l'objectif n'était pas d'être dans une totale exhaustivité. Dans ce laps de temps-là, ce n'était pas tout à fait réalisable. Voilà. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laure, pour ta présentation. Alors, on a déjà quelques questions qui sont apparues sur l'onglet discussion. Didier qui Oui, nous très bien. demande en CPT, alors peut-être que elles ont été posées au Alors, début, peut-être que tu as déjà répondu, mais tu pourras peut-être apporter quelques précisions. Didier qui nous dit en CPT, en tant qu'exportateur, il n'y a donc aucun intérêt à souscrire une assurance. alors, en CPT, est-ce qu'il y a... alors, ça dépend si on est déjà acheteur ou vendeur. Si je suis acheteur et que j'achète dans certains pays d'Afrique, je vais être obligée d'acheter en fait en CIP. Ça peut être une obligation. Si je vends, si je suis en tant qu'exportateur, effectivement, je ne suis pas obligée d'assurer la marchandise. Après, je vais dire, faites attention. Moi, ce sont des incoterms que je n'aime pas trop parce qu'ils peuvent être source de conflits et de litiges et d'incompréhension avec votre client. Si vous êtes exportateur et que vous vendez en CPT, par exemple CPT New York, la plupart du temps, des entreprises ne connaîtront pas cette subtilité d'incoterms dissociés. Donc, imaginez-vous, vous vendez en CPT New York, le client, il se dit, bon, tout va bien, c'est mon fournisseur en fait qui va tout gérer. Et puis, la marchandise arrive endommagée. Donc, dans les faits, hein, si on suit la règle, c'est à l'acheteur de préserver la marchandise, de faire venir un commissaire d'avarie qui va constater les dégâts, si on est en transport maritime, qui va contacter l'assurance, qui va faire toutes les démarches et qui va assumer donc finalement le risque. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, et ça je vous le promets, l'acheteur ne connaît pas cette subtilité. Et donc, il ne va pas s'occuper de ce dont il devrait s'occuper dans les délais. En plus, il y a des délais, bien sûr. Et si vous lui dites, bah, désolé, mais en fait, c'est à vous de faire tout ça, c'est à vous, voilà, vous auriez dû prendre une assurance, etc., eh bien, ça peut engendrer des conflits parce que le client risque de dire, ah, mais non, mais c'est quoi cette histoire? Je n'étais pas au courant, c'est à vous d'assumer. Et finalement, dans ce cas-là, il aurait mieux valu que vous vendiez en CIP. Ça aurait, voilà, peut-être facilité. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Merci Laure pour tes précisions. Alors j'ai Abderrahman qui demande, quand le conteneur est lui-même une partie de la machine, CFR est-il un incoterm convenable? Donc Quand, Abderrahman, n'hésite pas à mettre ton micro hein, si tu veux préciser peut-être ton propos. Oui, oui, merci, Dorian. Je veux dire, nous, on fabrique des équipements de traitement des eaux où l'enveloppe est le conteneur, c'est-à-dire la machine, c'est le conteneur lui-même. Ce n'est pas juste un outil un moyen de transport. Dans ce cas-là, quel serait le meilleur, je dirais, terme qui conviendrait à nos expéditions? Alors, ça mériterait réflexion, mais je pense que malgré tout, il faudrait rester sur le CPT. D'accord. Oui, D'accord, merci. avec plaisir. Super, merci Laure. Oh, j'ai Vincent Cardon qui nous dit hier soir, il regardait une vidéo de conteneurs empilés et qui ont basculé du fait des tempêtes récentes. Quel incoterm peut couvrir ce risque qui est plutôt inhabituel? Alors, déjà, je dirais avant tout, il faut, en transport maritime, en fait, il y a beaucoup de risques parce que c'est des transports qui sont longs. Donc, moi, je vous conseillerais déjà, en fonction de votre marchandise, mais je vous conseillerais d'assurer la marchandise.
c'est voilà, pour être sûr d'être indemnisé, puisque la responsabilité du transporteur, en fait, en cas de tempête, n'est pas enclenchée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tempête, le transporteur va invoquer l'innavigabilité en mer, c'est-à-dire que il s'est bien renseigné en fait avant de partir sur l'état de la mer, mais tout n'est pas prévisible. Donc, voilà, la compagnie maritime ne pourra pas être jugée responsable des dégâts. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vous-même une assurance transport de marchandises pour être voilà, sûr de récupérer la valeur de votre marchandise. Donc, pour répondre, oui, il faut vous assurer en transport maritime. Super. J'ai Emeric qui nous demande si cette dernière version des Incoterms est valable et applicable partout dans le monde, sans aucune exception. Alors, presque. Les États-Unis ont leurs propres incoterms, avec un incoterm en particulier qui peut prêter à confusion, qui est l'incoterm FOB, qui ne veut pas dire la même chose que nos incoterms CCI, puisque FOB, dans l'incoterm CCI, inclut le chargement à bord du navire, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, idéalement, en fait, quand on fait un prix, il faudrait écrire, par exemple, ex-work, incoterm CCI 2000, ce qui permet de faire référence, en fait, à la fois, je dirais, au millésime de l'incoterm et à la fois à l'émetteur de cet incoterm. Voilà. Donc, mis à part les États-Unis, effectivement, ce sont les mêmes incoterms. Ok, très bien. Alors, j'ai Valérie qui te demande, est-ce que le GATEX est une bonne solution pour assurer toutes ces expéditions et éviter les problèmes d'assurance prise ou pas prise par le client ou par le vendeur? Oui, je ne peux pas dire, je peux pas, voilà, enfin, il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs assureurs possibles, et cela en fait partie, oui. Il y a Didier qui nous précise que lui est assuré GATEX et qu'il est plutôt très satisfait de ça. D'accord. Donc, on a même des témoignages en Rien de direct, c'est tel, super. voilà, rien de tel qu'un retour d'expérience. Alors, on a Alban qui nous demande si le Brexit a eu un impact sur les Incoterms. Alors, oui, dans le sens où le DDP, qui est le Deliver Duty Paid, c'est-à-dire un prix de vente dans lequel la douane import est inclus, n'était pas utilisable avant le Brexit, puisque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne. Et à partir de maintenant, effectivement, on peut utiliser le DDP pour le Royaume-Uni. Mais pour les autres Incoterms, c'est la même chose. Ok, super. Si pour l'instant, il n'y a plus de questions dans le chat, n'hésitez pas à activer votre micro, poser une question à Laure directement. Et elle y répondra avec grand plaisir. D'accord. Alors, Adeline qui nous dit que le GATEX est égal à partir de 400 000 euros assurés par an. Alors, je ne sais pas si tu veux préciser, Adeline. Pardon. Bonjour tout le monde. Oui, c'est en fait le GATEX, il assure simplement les entreprises qui ont minimum 400 000 euros de marchandises à assurer par an. Donc, ça va dépendre en fait du volume que vous avez. Sinon, j'en connais un bien aussi, l'assureur transport. Je place mes copains. Alors, je ne sais pas si on a le droit, mais moi, personnellement, si vous voulez dire quel assureur vous proposez, vous suggérez? C'est les transports Diesel. Ils sont à Nogent, sur Marne. Je peux vous mettre son contact dans la... C'est un transporteur, c'est pas un assureur. Non. C'est un assureur transport.
Ah, Je d'accord. peux vous mettre son contact dans le chat si vous voulez, si ça intéresse quelqu'un. Oui, ça peut. Ça peut intéresser quelqu'un, Ouais, bien oui. sûr. Donc, ça veut dire qu'il est assureur et transporteur de ton matériel ou il est juste… Non, il est que assureur. D'accord, ok. Et il s'appelle les transports Gazelle. C'est bizarre, je suis d'accord, mais bon. D'accord. Oui, voilà. Parce qu'en fait, l'assurance transport de marchandises peut être prise directement chez un assureur ou on peut demander aussi au transitaire de nous assurer par le biais de sa propre assurance. Oui, mais ça, moi, je le déconseille par contre. Oui. Et, Vous avez eu de mauvaises expériences? Pourquoi tu déconseilles? parce qu'on ne sait pas trop pourquoi on est assuré dans le cadre d'un CIP ou d'un CIF. Normalement, l'assurance doit être prise au nom de l'acheteur et ça, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Donc, voilà, Oui. ayant été transitaire moi-même, Ah, je vous le déconseille. ok. Voilà. Oui, c'est vrai, cette précision que vous amenez est intéressante. Un CP, un CIP ou CIF, c'est le vendeur qui paie une assurance pour le compte de l'acheteur. Donc, l'assurance doit être au nom, effectivement, de l'acheteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le sujet. De toute manière, je vais vous faire un petit mail avec les contacts de Laure. Si vous voulez aller plus loin sur des discussions, n'hésitez pas à lui poser des questions, revenir vers elle si vous avez la moindre objection ou question. Donc, Oui, et puis je pense que c'est un format dense, hein, 1 heure pour parler de toutes ces subtilités des incoterms. Donc, il faut aussi un temps de digestion, je dirais. Alors, moi, j'ai une exactement. question, si je peux, encore une. Bien sûr, Valérie. Je voudrais savoir, nous maintenant, bien sûr, merci Adeline, nous ne vendons plus rien en Xworks. On fait du FCA, notre Bray-Contrebert, donc où on habite, où on habitera encore même dans pas longtemps. FCA Bray-Contrebert, notre usine. Est-ce qu'on peut indiquer cet incoterm sans que ça pose aucun problème? Parce que Ah oui, moi, j'ai des clients qui ne comprennent pas le FCA. Notre Ok. usine de Bray-Contrebert, ça Oui. veut dire qu'ils ne voient pas la différence entre le FCA quand ça arrive chez leur transitaire en France et le FCA quand ça part de chez moi. Oui. Eh bien, écoutez, malheureusement, en fait, comme je vous le disais, les incoterms sont très mal connus et très mal maîtrisés. Donc, tout ce qui est subtilité, en fait, ça passe un peu à la trappe. Donc, moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de faire de la pédagogie et de leur expliquer que le FCA permet 2 utilisations, soit en fait remise effectivement à un premier transporteur, mais également un FCA dans vos entrepôts. Dans ce cas-là, ça inclut le chargement sur le camion plus la douane export. Donc voilà, il faut faire de la pédagogie. D'accord. Une autre question, si on oublie de prendre l'assurance ou que notre client ne prend pas l'assurance sur son matériel, quelles sont les règles qui font foi? C'est-à-dire, Pardon. qu'est-ce qui va lui permettre d'être remboursé pour partie? Parce que normalement, ou est-ce qu'il ne sera jamais remboursé de rien du tout? Alors, en fait, il existe 2 assurances en matière de transport. Il y a déjà l'assurance du transporteur, puisque tout transporteur qui a des camions doit les assurer. Donc ça, c'est l'assurance responsabilité du transporteur qui ne va fonctionner que si le transporteur est jugé responsable. Ça, c'est le premier problème. Et en fait, on constate qu'il y a beaucoup d'événements qui vont exonérer le transporteur de sa responsabilité. C'est-à-dire, le transporteur va invoquer, par exemple, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'innavigabilité en mer. Donc, c'est un cas d'exonération de responsabilité. Donc, le transporteur, il est assuré, mais vous n'êtes pas remboursé. Et le deuxième problème de l'assurance du transporteur, c'est que les remboursements sont limités en valeur. C'est-à-dire, vous êtes remboursé en fonction du mode de transport de tant d'euros du kilo. Donc, si vous exportez des assiettes en carton
ou des verres en plastique, ben, tout va bien, vous êtes remboursé de l'intégralité de la valeur de la marchandise. Mais s'il s'agit de produits de forte valeur ajoutée, des machines par exemple, eh bien, si le transporteur est jugé responsable, vous serez remboursé vraiment d'une très faible partie de votre marchandise. J'ai eu le cas avec un client qui vendait des appareils médicaux à 10 000 $ pièce et qui a été remboursé de 200 € par son transporteur. Donc, ça vous donne un peu le niveau de remboursement en fait, et de sécurité que vous avez avec l'assurance responsabilité du transporteur. Et donc, vous avez possibilité, si cela ne vous suffit pas, ça c'est à vous de voir en fonction de votre produit essentiellement, eh bien, vous pouvez donc contracter auprès d'un assureur ou d'un transitaire une assurance transport de marchandises. Et là, ce sera forcément, vous serez beaucoup mieux remboursé. D'accord, très bien, merci. J'ai une petite question de Vincent qui nous demande est-ce qu'il est utile de spécifier un Incoterm lorsqu'on vend de l'immatériel? Alors, dans son cas, il vend du logiciel ou du service. Oui, dans ce cas-là, on n'utilise pas les Incoterms, tout à fait. C'est plutôt pour les produits. Ok. Alors, je ne sais pas s'il reste peut-être une dernière question ou ça sera parfait pour aujourd'hui. Dans tous les cas, comme je reprécise, hein, je vous enverrai un mail avec le contact de Laure. N'hésitez vraiment pas à prendre attache avec elle pour aller plus loin dans les échanges, pour discuter de vos situations dans vos entreprises. Elle se fera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Bon, ben voilà. Tout Il me à reste. fait. Alors, je vais couper l'enregistrement.